Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital et ma bague de mariage avait disparu. Tout comme le médaillon de ma mère. Les deux seules choses que je portais tous les jours depuis 40 ans. Mon fils se tenait au pied de mon lit, les bras croisés. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas tenu la main. Il a juste dit, « Il faut qu'on parle de ta situation de logement. » J'étais encore étourdie par l'anesthésie. J'avais la bouche sèche. Je pouvais à peine m'asseoir. Mais j'ai su tout de suite que quelque chose de terrible s'était passé pendant que je dormais. « Où est ma bague ?» lui ai-je demandé. Il a haussé les épaules. L'hôpital l'a probablement perdue. Tu sais comment sont ces endroits. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il mentait. Quand l'infirmière est entrée, je lui ai posé des questions sur mes affaires. Elle a consulté le dossier et a secoué la tête. Rien n'a été enregistré à votre arrivée, madame. Êtes-vous sûre que vous portiez des bijoux? Je portais cette bague depuis 1983. Je ne l'avais jamais enlevée. Jamais. Ni pour prendre ma douche. Ni pour dormir. Même pas quand je pétrissais la pâte à pain ou que je faisais la vaisselle. Cette bague faisait partie de moi. Mon fils a posé sa main sur mon épaule. Ce n'était pas un geste de réconfort. C'était un geste de contrôle. Maman, ne t'inquiète pas pour ça pour l'instant, a-t-il dit. Tu dois te concentrer sur ton rétablissement. Paige et moi nous occupons de tout à la maison. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de la bague. Il s'agissait de moi. J'ai essayé de me redresser, mais mon corps était lourd. La pièce tournait un peu. J'ai tendu la main vers le verre d'eau sur la table de chevet, mais mes mains tremblaient. Ethan l'a pris et l'a porté à mes lèvres comme si j'étais une enfant. Doucement, maman, a-t-il dit. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. J'ai pris une gorgée et j'ai repoussé sa main. Je veux voir l'administrateur de l'hôpital. Quelqu'un a volé mes bijoux. Je veux porter plainte. Ethan a soupiré. Il a rapproché une chaise de mon lit et s'est assis. Il avait l'air fatigué. Ou peut-être voulait-il simplement que je pense qu'il avait l'air fatigué. Maman, écoute-moi, a-t-il dit lentement. Vous êtes confuse. C'est normal après une opération. L'anesthésie perturbe la mémoire. Vous ne portiez probablement pas votre bague en arrivant. Je la portais, ai-je dit. Vous ne vous en souvenez pas, a-t-il répondu. Vous aviez mal. Vous aviez peur. Vous l'avez peut-être enlevée à la maison et oubliée. Je l'ai fixé du regard. C'était mon fils. Le garçon que j'avais élevé. Le garçon pour lequel j'avais tout sacrifié. Et il me regardait droit dans les yeux et me disait que je ne savais pas ce que je disais. Je sais ce que je portais, ai-je dit doucement. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Il a regardé le parking pendant un long moment. Puis il s'est retourné vers moi. D'accord, a-t-il dit. Quand vous rentrerez à la maison, on la cherchera. Elle est peut-être sur votre table de chevet. Elle est peut-être tombée derrière la commode. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vous reposer. Il est revenu vers mon lit et a pris une pile de papier sur la chaise. Le médecin dit que vous pouvez rentrer demain. J'ai besoin que vous signiez ces formulaires de sortie. Et il y a quelques autres documents. Des procurations médicales. Juste au cas où il se passerait quelque chose d'autre. Il a posé les papiers sur le plateau devant moi et m'a tendu un stylo. Ma vision était encore floue. Les mots sur la page se mélangeaient. J'ai essayé de me concentrer, mais j'avais mal à la tête. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Juste des formulaires standards, a-t-il dit. Autorisation médicale. Consentement pour les soins de suivi. Des documents dont l'hôpital a besoin. J'ai baissé les yeux sur les papiers. Il y en avait tellement. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais pas à lire les petits caractères. Est-ce que je peux les regarder plus tard? Ai-je demandé. Quand j'irai mieux? L'infirmière en a besoin avant votre sortie, a dit Ethan. Ça ne prendra qu'une minute. Signez ici. Et ici. Et ici. Il a montré les lignes au bas de chaque page. Je les ai signées. L'une après l'autre. Je ne sais même pas combien il y en avait. 5. Peut-être 6. Je lui faisais confiance. C'était mon fils. C'était mon erreur. Quand j'ai fini de signer,
Ethan a rassemblé les papiers et les a glissés sous son bras. Bien, a-t-il dit. Je vais les remettre. Essaie de dormir un peu. Je reviendrai te chercher demain. Il est parti sans m'embrasser sur le front. Sans me dire qu'il m'aimait. Sans même se retourner. Je suis restée allongée dans ce lit d'hôpital, à fixer le plafond. Les néons grésillaient au-dessus de moi. Quelque part dans le couloir, une machine émettait un bip régulier. J'ai touché mon annulaire nu. La peau était pâle à l'endroit où se trouvait la bague. 40 ans à porter de l'or avaient laissé une trace. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je le sentais au plus profond de moi. Mais j'étais trop faible pour me battre. Trop fatiguée pour discuter. Alors j'ai fermé les yeux et je me suis dit que j'étais paranoïaque. Je me suis dit qu'Ethan était juste stressé. Je me suis dit que tout irait bien quand je serais rentrée à la maison. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Mon fils venait de me voler bien plus que ma bague. Il m'avait volé ma vie. Quand Ethan m'a ramenée à la maison 3 jours plus tard, je n'ai pas reconnu la voiture. C'était un SUV noir avec des sièges en cuir et une odeur de voiture neuve. Le tableau de bord avait un écran tactile qui semblait coûter plus cher que ma première voiture. « Quand est-ce que tu l'as acheté ?» ai-je demandé. « Le mois dernier », a-t-il répondu. J'avais besoin de quelque chose de fiable. Je n'ai rien dit. Mais je connaissais mon fils. Il travaillait comme jeune avocat dans un petit cabinet du centre-ville. Il se plaignait de ses prêts étudiants à chaque fois qu'on se parlait. Il n'avait pas les moyens de s'offrir une voiture comme celle-ci. Elle est jolie, dis-je prudemment. Elle est pratique, dit-il. Avec l'arrivée du bébé, on avait besoin de plus d'espace. Je le regardais. Un bébé? Paige est enceinte? Il garda les yeux fixés sur la route. On allait vous le dire. Mais ensuite, vous avez eu votre opération et on ne voulait pas vous stresser. Un bébé, c'est une bonne nouvelle, dis-je. Ça ne me stresserait pas. Il ne répondit pas. Il se contenta d'augmenter le volume de la radio. Quand nous sommes arrivés devant ma maison, j'ai remarqué que la pelouse était fraîchement tondue. La boîte aux lettres avait été repeinte. Les parterres de fleurs étaient désherbés. J'aurais dû me sentir choyée. Au lieu de cela, j'ai eu peur. Paige nous a accueillis à la porte. Elle portait un pantalon de yoga et une chemise ample. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle avait l'air comme d'habitude. Mais quelque chose dans son visage était différent. Avant, elle me serrait dans ses bras à chaque fois qu'elle me voyait. Elle m'appelait maman et me demandait des recettes et s'asseyait avec moi sur la véranda pour boire du thé glacé. Maintenant, elle s'est contentée de hocher la tête. « Salut Barbara. Le dîner est au frigo si tu as faim. » Elle n'a pas souri. Elle ne m'a pas aidé à entrer. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle est simplement partie. Je suis entrée dans ma propre maison et ça m'a semblé étrange. L'air sentait la lavande artificielle. Comme ces désodorisants électriques qu'on achète au supermarché. Je n'en ai jamais utilisé. J'ouvrais toujours les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Les meubles avaient été déplacés. Mon canapé était contre un autre mur. Ma table basse avait disparu. Mon fauteuil préféré, celui où mon mari s'asseyait tous les soirs pour lire le journal, n'était plus là. Dans un coin du salon, il y avait 3 grandes boîtes étiquetées, « Affaires de Barbara » au marqueur noir. Je me suis tournée vers Ethan. « Qu'est-ce que c'est ?»« On a fait un peu de rangement pendant que vous étiez à l'hôpital, » dit-il. « Vous aviez beaucoup de choses qui traînaient. On a pensé que ce serait plus facile pour vous comme ça. Vous savez, avec votre convalescence. Moins de choses sur lesquelles trébucher. Du désordre. » Il a qualifié ma vie de désordre. J'ai marché lentement dans le couloir jusqu'à ma chambre. Ma hanche me faisait mal à cause de l'opération. Chaque pas me semblait lourd. La porte de ma chambre était ouverte. Au-dessus, quelqu'un avait accroché une pancarte en bois sur laquelle était écrit « Chambre d'amis » en lettres cursives blanches. Je me suis arrêtée. Je suis restée là, à fixer cette pancarte. Chambre d'amis. Dans ma propre maison. Je suis entrée. Mon lit était toujours là. Le même lit dans lequel j'avais dormi pendant 30 ans. Mais ma courte pointe avait disparu. Celle que ma mère avait faite.
Celle avec le motif d'étoile qu'elle avait mis 2 ans à terminer. Mes photos avaient disparu. Celle de mon mari. Celle de mes enfants quand ils étaient petits. La photo encadrée de mes parents le jour de leur mariage. La commode que mon mari avait fabriquée pour moi avait disparu. Il l'avait faite dans notre garage l'année précédant sa mort. Il avait gravé mes initiales au dos, là où personne ne pouvait les voir. C'était la dernière chose qu'il ait jamais fabriquée. Maintenant, il n'y avait plus qu'une commode blanche bon marché d'un magasin de meubles. Le genre qui arrive dans un carton plat. Je me suis retournée. Paige se tenait dans l'embrasure de la porte et me regardait. « Où sont mes meubles ?» ai-je demandé. Ma voix était plus faible que je ne le voulais. « On les a donnés » a-t-elle dit. Ils étaient vieux et prenaient de la place. Vous n'avez plus besoin de toutes ces choses. Vous êtes censé faire du tri à votre âge. Mon thérapeute dit que s'accrocher aux objets est un signe qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Ses yeux étaient froids. Sa bouche était fermée. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine. Ce n'était pas la femme qui pleurait lors de nos dîners de famille et me remerciait de l'avoir accueillie dans nos vies. Ce n'était pas la femme qui disait que j'étais comme la mère qu'elle n'avait jamais eue. C'était quelqu'un d'autre. Je veux récupérer mes affaires, ai-je dit. Ethan est apparu derrière Paige. Maman, tu te remets d'une opération. Tu n'as pas les idées claires. Les médicaments peuvent rendre confus. Repose-toi pour l'instant. On en reparlera plus tard, quand tu te sentiras mieux. Il a posé sa main sur mon dos et m'a guidée vers le lit. Son contact me paraissait étrange. Trop ferme. Comme s'il me mettait en place. Je ne suis pas confuse, ai-je dit. Je sais à quoi ressemblait ma chambre. Tu es fatigué, a-t-il répondu. Tu as besoin de t'allonger. Je me suis assise au bord du lit. Le matelas était différent. Ils avaient changé les draps. Ils étaient rêches et sentaient le détergent chimique. Ethan s'est dirigé vers la porte. On t'apportera de la soupe tout à l'heure, a-t-il dit. Puis il a fermé la porte. J'ai entendu le clic. Je suis restée assise là longtemps, à fixer le mur blanc. Cette chambre était jaune avant. Je l'avais peinte moi-même il y a 10 ans. Maintenant, elle était blanche. D'un blanc uni. Comme une chambre d'hôpital. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. J'étais allongée dans le noir et j'écoutais les voix dans l'autre pièce. Ethan et Paige parlaient. Je n'entendais pas les mots, mais je percevais le ton. Ils discutaient de quelque chose. Ils préparaient quelque chose. À minuit, je me suis levée. J'ai essayé d'ouvrir mon application bancaire sur mon téléphone. Elle ne se chargeait pas. Juste une roue qui tournait. J'ai essayé mon compte de retraite. Pareil. J'ai essayé d'appeler ma cousine Linda en Floride. Celle à qui je parlais tous les dimanches. Mon téléphone a indiqué que le numéro était bloqué. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte lentement. Le couloir était sombre, à l'exception de la lumière du salon. Je voyais Paige assise sur le canapé avec son ordinateur portable. Je me suis dirigée vers la cuisine. Je voulais juste de l'eau. J'avais la bouche sèche. Paige a levé les yeux. Tu as besoin de quelque chose. Juste de l'eau, ai-je dit. Elle a fermé son ordinateur portable et s'est levée. Elle est allée à la cuisine et a rempli un verre au robinet. Elle me l'a apporté sans un mot. Merci, ai-je dit. Elle m'a tendu le verre. Puis elle a dit doucement. Tu devrais rester dans ta chambre la nuit. Tu pourrais tomber. Tu es encore en convalescence. Ce n'était pas une suggestion. C'était un avertissement. J'ai pris l'eau et je suis retournée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé de l'intérieur. Je me suis assise sur le lit, les mains tremblantes, et j'ai compris la vérité. Ils ne prenaient pas soin de moi. Ils étaient en train de m'effacer. Je m'appelle Barbara Jean Winters. J'ai 72 ans. J'habite dans cette maison depuis 35 ans. J'y ai élevé 2 enfants. J'y ai enterré mon mari. J'ai peint ses murs, réparé ses sols et planté chaque fleur du jardin. Cette maison est à moi. Ou du moins, elle l'était. J'ai grandi pauvre dans une petite ville de l'Ohio. Mon père travaillait à l'usine. Ma mère faisait des ménages. Nous n'avions pas grand-chose,
mais nous nous avions les uns les autres. Ma mère m'a appris que la famille était tout. On protège sa famille. On se sacrifie pour sa famille. On n'abandonne jamais sa famille. J'ai rencontré mon mari, Richard, quand j'avais 19 ans. Il avait 21 ans et travaillait dans le bâtiment. Il avait des yeux gentils et des mains rugueuses et il me faisait rire. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard dans une petite église, devant une vingtaine de personnes. Nous avons eu Ethan quand j'avais 23 ans. Ma fille, Claire, est née 2 ans plus tard. Richard travaillait de longues heures pour subvenir à nos besoins. Je restais à la maison avec les enfants. Nous n'avions pas d'argent pour les vacances ni pour les beaux vêtements, mais nous étions heureux. Quand Ethan avait 9 ans, Richard a eu une crise cardiaque au travail. Il est mort avant l'arrivée de l'ambulance. Il n'avait que 32 ans. J'avais 30 ans, 2 enfants et aucun revenu. J'ai trouvé un emploi de secrétaire à l'école primaire. Ce n'était pas très bien payé, mais il y avait des avantages sociaux. Je faisais des heures supplémentaires quand je pouvais. Je faisais du ménage le week-end. Je vendais des choses dont nous n'avions pas besoin lors de vide-grenier. Je sautais des repas pour que mes enfants puissent se resservir. J'ai porté les mêmes 3 tenues pendant des années. Je ne m'achetais jamais rien, sauf si c'était en solde ou d'occasion. J'aidais Ethan à faire ses devoirs tous les soirs. Je l'emmenais aux entraînements de l'équipe de débat et aux simulations de procès. Quand il a dit qu'il voulait devenir avocat, je lui ai dit qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. J'économisais chaque centime. Quand il est entré à la faculté de droit, j'ai contracté des prêts pour l'aider à payer ses études. Je travaillais des heures supplémentaires. J'ai arrêté d'aller chez le dentiste pour économiser de l'argent. Quand il a obtenu son diplôme, j'ai pleuré tellement fort que je n'y voyais plus rien. J'étais tellement fière de lui. Il était la première personne de notre famille à obtenir un diplôme universitaire. Claire a déménagé en Oregon après ses études. Elle m'appelle une fois par mois. Elle est occupée par sa propre vie. Je comprends. Mais Ethan est resté près de moi. Il a trouvé un emploi dans un cabinet d'avocats en centre-ville. Il me rendait visite toutes les semaines. Puis il a rencontré Paige. Il l'a amenée dîner chez moi un dimanche il y a 5 ans. Elle était jolie et polie. Elle a dit qu'elle avait grandi en famille d'accueil. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu de vraie famille. Elle a dit que je lui rappelais ce qu'une mère devrait être. J'ai cru chaque mot. Je lui ai ouvert ma maison. Je lui ai appris mes recettes. Je l'ai invité à toutes les fêtes. Quand ils se sont fiancés, je lui ai donné les boucles d'oreilles en perles de ma mère. C'étaient les seules choses de valeur que je possédais. Elle a pleuré quand je les lui ai données. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée ». J'ai contribué au financement de leur mariage. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie dans un jardin. Paige portait une simple robe blanche. Elle était magnifique. Après leur mariage, ils ont emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Je gardais leur fils, Tyler, tous les week-ends. Il a 4 ans maintenant. Il a les yeux de Richard. Tout semblait aller bien. Mieux que bien, même. J'avais ma famille près de moi. J'avais mon petit-fils. Je me sentais bénie. Puis, il y a 6 mois, j'ai commencé à me sentir mal. Des vertiges qui survenaient sans prévenir. Je pouvais être debout devant la cuisinière et soudain, la pièce se mettait à tourner. Des nausées persistantes. Des difficultés à dormir. Je me réveillais à 3 heures du matin avec le cœur qui battait la chamade. Ethan m'a convaincu d'aller voir un médecin. Je n'en avais pas envie. Je n'aime pas les médecins. Mais il a insisté. Ils ont fait des examens. Ils ont trouvé un petit problème cardiaque. Rien de grave, a dit le médecin. Mais ils ont recommandé une petite intervention chirurgicale par précaution. Une opération mineure. Entrée et sortie le même jour. Ethan et Paige ont insisté pour que je reste chez eux pendant ma convalescence. Ils ont dit que je ne devais pas rester seule. Ils ont dit qu'ils voulaient prendre soin de moi. J'ai accepté. Ce fut ma première erreur. L'opération a eu lieu un mardi matin. Ethan m'a conduite à l'hôpital. Paige est restée à la maison avec Tyler. La dernière chose dont je me souvienne avant l'anesthésie,
C'est une infirmière qui me disait de compter à rebours à partir de 10. Quand je me suis réveillée, tout avait changé. J'étais groggy et désorientée. La chambre était trop lumineuse. J'avais mal à la gorge à cause du tube d'intubation. Ethan était là, des papiers à la main. Il a dit que c'était de simples formulaires de l'hôpital. Il a dit que je devais les signer avant de pouvoir sortir. Il a dit que c'était la procédure standard. Je les ai signés. Tous. Je n'ai pas lu un seul mot. Ma vision était floue, mes mains tremblaient et je lui faisais confiance. Je faisais confiance à mon fils. Maintenant, je sais ce que ces papiers étaient vraiment. Des procurations. Des changements de bénéficiaires sur mes comptes. Un acte de cession de propriété qui lui donnait la copropriété de ma maison. Ils n'ont pas seulement volé mes bijoux pendant que j'étais inconsciente. Ils ont tout pris. Et j'ai signé les papiers qui leur ont permis de le faire. Il m'a fallu 2 semaines pour retrouver le vieil iPad. 2 semaines à vivre comme une étrangère dans ma propre maison. 2 semaines à manger de la soupe réchauffée, à dormir dans la chambre d'amis et à regarder Ethan et Paige se comporter chez moi comme si c'était chez eux. Parce qu'apparemment, c'était le cas. Je fouillais dans une des boîtes du garage. Il l'avait étiqueté « Affaire de Barbara, cuisine ». Je cherchais ma boîte à recettes. Celle en bois que mon mari avait fabriquée. Elle contenait toutes les recettes de ma mère, écrites sur des fiches de sa main. Je voulais préparer à Tyler ses biscuits préférés. Des cookies aux pépites de chocolat et aux noix. Mais quand j'ai demandé à Paige si je pouvais utiliser la cuisine, elle a répondu « Peut-être plus tard. Je prépare les repas pour la semaine. » Alors je suis allée au garage pour chercher la recette moi-même. La boîte était poussiéreuse et fermée avec du ruban adhésif. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, il y avait des torchons, de vieux maniques et une pile de livres de cuisine. Au fond, enveloppé dans un torchon, se trouvait l'iPad. J'avais complètement oublié que je l'avais. Claire me l'avait offert il y a 3 ans pour Noël. Elle m'avait dit de l'utiliser pour l'appeler en vidéo. J'ai essayé quelques fois, mais je n'ai jamais vraiment réussi à m'y habituer. Finalement, je l'ai simplement rangé dans un tiroir et je l'ai oublié. Je l'ai ramené à l'intérieur et je l'ai branché pour le recharger. Il a fallu 20 minutes pour qu'il s'allume. Quand l'écran s'est allumé, j'ai vu qu'il était toujours connecté à un compte Gmail. Mais le nom n'était pas le mien. Il y avait écrit « Maya Collins ». J'ai fixé l'écran, perplexe. Je ne connaissais personne qui s'appelait Maya Collins. J'ai essayé de me souvenir si j'avais créé un compte pour quelque chose et que j'avais oublié. Mais ça n'avait aucun sens. J'ai ouvert la boîte de réception. Il y avait des centaines de mails. Des milliers, peut-être. Je les ai parcourus lentement. Des contrats avec des photographes. Des reçus de paiement de sites web dont je n'avais jamais entendu parler. Des messages de quelqu'un nommé Derek concernant des calendriers de contenu et des nombres d'abonnés. J'ai cliqué sur un email. Il provenait d'une entreprise appelée FanConnex. L'objet disait « Paiement traité, 3847 $. L'email disait « Cher Maya, votre paiement pour la période du 1er au 15 juin a été traité. Merci pour votre création de contenu continu. » Je ne comprenais pas. J'ai ouvert un autre email. Celui-ci contenait des photos en pièces jointes. J'ai cliqué sur la première. C'était Paige. Elle portait de la lingerie et posait devant un anneau lumineux. Elle était fortement maquillée. Son expression n'avait rien à voir avec la Paige que je connaissais. J'ai eu la nausée. J'ai fermé la photo rapidement. Mais j'ai continué à regarder les emails. Des enregistrements d'entreprise. Des formulaires fiscaux au nom de Maya Collins. Des relevés bancaires montrant des dépôts de milliers de dollars chaque mois. Paige avait une deuxième identité. Elle gérait une entreprise en ligne sous un faux nom. Et elle faisait ça depuis des années. Puis j'ai trouvé le document qui a tout changé. Il était caché dans un dossier intitulé « Juridique ». Le nom du fichier était « Certificat de mariage, nevada.pdf ». Je l'ai ouvert, les mains tremblantes. C'était un certificat de mariage du comté de Clark, dans le Nevada. La date était le 14 juin 2019. Maya Collins mariée à Rachel Elizabeth Lane. Juin 2019.
3 ans avant que Paige n'épouse mon fils. Je l'ai lu 3 fois pour être sûre de ne pas me tromper. Paige était déjà mariée à quelqu'un d'autre lorsqu'elle a épousé Ethan. Le mariage de mon fils était un mensonge. Toute sa vie avec elle était basée sur la tromperie. J'étais assise dans le garage sur une vieille chaise pliante, mon iPad à la main, essayant de reprendre mon souffle. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. Mon cœur battait la chamade. J'avais des vertiges et la nausée. Mais je n'ai pas craqué. Au lieu de cela, j'ai commencé à prendre des captures d'écran. J'ai sauvegardé chaque document, chaque email, chaque photo qui montrait qui était vraiment Paige. J'ai créé un nouveau dossier sur l'iPad et je l'ai intitulé « Preuve ». Puis j'ai continué mes recherches. J'ai passé 3 jours à fouiller cet iPad. Je n'ai presque pas dormi. Je faisais semblant de faire des siestes pendant la journée pour que Paige et Ethan ne se doutent de rien. Mais en réalité, j'étais enfermée dans la chambre d'amis, à tout documenter. J'ai trouvé des échanges de mails concernant la dissimulation de revenus au fisc. Des messages avec Rachel où elle parlait du moment où elles allaient officialiser leur relation et déménager ensemble en Californie. Des photos de Paige et Rachel en vacances au Mexique il y a seulement 8 mois. Tout cela pendant qu'elle vivait avec mon fils et élevait mon petit-fils. Le 4e jour, j'ai trouvé la police d'assurance vie. Je ne la cherchais même pas. Je cherchais mes propres documents dans le bureau de mon fils. Mon acte de naissance. Ma carte de sécurité sociale. Mon titre de propriété. Tout ce qui prouvait que j'existais encore. La porte du bureau était généralement fermée à clé, mais Ethan l'avait laissée ouverte ce matin-là en partant précipitamment au travail. Je suis entrée discrètement. Son bureau était propre et bien rangé. Il y avait des livres de droit sur les étagères et des dossiers empilés dans des boîtes. Tout était étiqueté et codé par couleur. J'ai trouvé un classeur dans un coin. Le tiroir du haut était ouvert. À l'intérieur se trouvait un dossier intitulé « Maman, Finances ». Je l'ai sorti et je l'ai ouvert sur son bureau. Le premier document était une police d'assurance vie d'American Heritage Life. Numéro de police 473921B. Personne assurée, Barbara Jean Winters. Montant de la police, 250 000 $. Bénéficiaire, Ethan Michael Winters. Date de début de la police, 15 mars 2025. Il y a 6 mois. Juste avant mon opération. J'ai regardé la signature au bas du formulaire. C'était censé être la mienne. Mais je n'ai jamais signé ce document. Je me serais souvenu d'avoir signé un document comme celui-ci. J'ai examiné la signature sous la lampe de bureau. Elle ressemblait à mon écriture. Les boucles et les courbes étaient similaires. Mais quelque chose clochait. La pression était trop uniforme. L'espacement était trop parfait. Quelqu'un avait imité ma signature. Ou l'avait décalquée. J'ai emporté le document près de la fenêtre, où la lumière était meilleure. Je l'ai tenu à bout de bras et j'ai regardé attentivement le papier. Il y avait de minuscules indentations. Comme si quelqu'un avait appuyé fort avec un stylo. Mais l'encre était lisse et uniforme. C'était un faux. J'en étais certaine. J'ai pris une photo de chaque page avec l'iPad. Puis j'ai remis le dossier exactement là où je l'avais trouvé. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit, fixant le plafond. Le dossier de preuve sur l'iPad contenait désormais plus de 200 fichiers. J'avais la preuve de bigamie. La preuve de fraude. La preuve de faux. La preuve d'une double vie. Mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire. J'avais 72 ans. Je n'avais pas d'argent. Pas de voiture. Aucun moyen de partir. Ethan contrôlait mes comptes bancaires. Paige me surveillait comme un faucon. Je me sentais piégée, impuissante et en colère. Mais je n'étais pas brisée. J'ai pensé à ma mère. Comment elle nettoyait des maisons à 4 pattes pour nous nourrir. Comment elle ne se plaignait jamais. Comment elle m'avait appris que les femmes fortes n'abandonnent jamais. J'ai pensé à mon mari. Comment il s'était tué à la tâche pour subvenir à nos besoins. Comment il m'avait appris que l'intégrité compte plus que l'argent. Et j'ai pensé à moi. À tout ce que j'avais traversé. À tout ce que j'avais sacrifié. Je n'allais pas les laisser gagner. J'allais me battre. J'ai commencé par Internet.
J'ai attendu qu'Ethan et Paige sortent pour la soirée. Ils avaient dit qu'ils avaient un dîner de prévu. Ils avaient laissé Tyler avec une babysitter et m'avaient dit de rester dans ma chambre parce que j'avais besoin de repos. Dès qu'ils sont partis, j'ai pris l'iPad et je me suis installée à la table de la cuisine. J'ai ouvert Google et j'ai tapé « Registre de mariage public Nevada ». Le site web du comté de Clark est apparu en premier. J'ai cliqué dessus et j'ai trouvé la page de recherche des registres. J'ai entré les noms, Maya Collins et Rachel Lann. Cela a pris quelques secondes. Puis l'enregistrement est apparu à l'écran. Numéro de certificat de mariage. 742 893. Délivré le 14 juin 2019. Statut. Actif. Aucune demande de divorce n'a été déposée. Aucune annulation. Le mariage était toujours légalement valide. J'ai fait une capture d'écran et l'ai ajoutée à mon dossier de preuves. Ensuite, j'ai recherché des informations sur les lois relatives à la bigamie. J'ai consulté 3 sites web juridiques différents. Ils disaient tous la même chose. La bigamie est un crime dans la plupart des États. Si une personne est légalement mariée et se remarie sans avoir dissous le premier mariage, c'est un délit. Paige avait commis une bigamie. Et mon fils en était une victime innocente. À moins qu'il ne soit au courant. Cette pensée m'a donné la nausée. J'ai passé 2 heures de plus à chercher. J'ai trouvé la page Facebook de Rachel Lann. Il y avait des photos d'elle et de Paige ensemble. Des photos récentes. Il y en avait une d'avril où elle se tenait la main sur la plage. La légende disait « Mon amour pour toujours ». Avril. Il y a seulement 7 mois. J'ai tout enregistré sur mon iPad. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai contacté une ancienne élève. Elle s'appelait Lila Grant. Je lui avais enseigné l'anglais au lycée Washington il y a 20 ans. Elle était brillante. Toujours à poser des questions. Toujours à creuser davantage. Elle a fait des études de journalisme et elle animait maintenant un podcast intitulé « Justice File ». Il traitait de faits divers, de corruption et de personnes qui luttaient contre des systèmes puissants. J'ai trouvé son site web et j'ai cliqué sur le bouton de contact. Il y avait un formulaire de contact. J'ai écrit « Chère Lila, vous ne vous souvenez probablement pas de moi. J'étais votre professeur d'anglais au lycée Washington. Je m'appelle Madame Winters. J'ai une histoire qui, je pense, mérite d'être racontée. Il s'agit de maltraitance et de fraude envers les personnes âgées et d'une famille qui a essayé de me faire disparaître. J'ai des preuves. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. S'il vous plaît, aidez-moi. » J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Je ne m'attendais pas à une réponse. Je pensais qu'elle ne se souviendrait peut-être pas de moi. Ou peut-être qu'elle recevait des centaines de mails comme celui-ci. Mais le lendemain matin, j'avais un nouveau message dans ma boîte de réception. Madame Winters. Bien sûr que je me souviens de vous. Vous étiez la professeure qui m'a donné le goût de l'écriture. J'ai toujours la copie de votre commentaire sur ma dissertation de fac. Vous m'aviez dit de ne jamais cesser de me poser des questions. Je n'ai jamais oublié ça. Appelez-moi dès que vous le pouvez. Il y avait un numéro de téléphone en bas. Je l'ai appelé à midi, quand Ethan était au travail et que Paige était sortie avec Tyler. Lila a répondu à la 2e sonnerie. Madame Winters. Oui, ai-je dit. Ma voix tremblait. C'est moi. Racontez-moi tout, a-t-elle dit. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'opération. De la bague disparue. Des faux documents. De la police d'assurance vie. Du certificat de mariage. De la double identité de Paige. De tout. J'ai parlé pendant 40 minutes sans m'arrêter. Lila ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu terminé, il y a eu un silence au bout du fil. Puis elle a dit, « Madame Winters, c'est incroyable. Et je le dis dans le pire sens du terme. C'est horrible. Êtes-vous en sécurité en ce moment ? » Je crois que oui, ai-je répondu. Ils ne m'ont pas fait de mal. Mais ils ont tout pris. J'ai l'impression d'être prisonnière dans ma propre maison. D'accord, a dit Lila. Voici ce que nous allons faire. Vous allez m'envoyer toutes les preuves que vous avez. Chaque document, chaque email, chaque photo.
Je vais tout vérifier. Et ensuite, je vais raconter votre histoire. Je ne veux pas que les gens sachent que c'est moi, ai-je dit rapidement. Je ne veux pas que mon petit-fils voie ça sur Internet. Je garderai votre anonymat, a dit Lila. Mais Madame Winters, il faut que les gens sachent que cela arrive. La maltraitance des personnes âgées est une épidémie. Et vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes vivent exactement la même chose que vous. Je lui ai tout envoyé cet après-midi-là. Il a fallu 3 emails car les fichiers étaient trop volumineux. Lila m'a rappelé 2 jours plus tard. J'ai vérifié le certificat de mariage. Il est authentique. J'ai aussi retrouvé Rachel Lann. Je l'ai appelée. Elle n'avait aucune idée que Paige était mariée à quelqu'un d'autre. Elle pensait qu'elles étaient dans une relation libre pendant que Paige faisait le point. Elle est dévastée. Et maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, je diffuse l'épisode, a dit Lila. Êtes-vous prête? J'y ai réfléchi longuement. Une fois que ce serait rendu public, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Ma famille serait exposée. La carrière d'Ethan pourrait être ruinée. Tyler grandirait en sachant que sa mère était une menteuse. Mais ensuite, j'ai pensé à ce qu'ils m'avaient fait. Comment ils avaient volé ma vie pendant que j'étais inconsciente. Comment ils m'avaient effacée de ma propre maison. Je suis prête, ai-je dit. Lila a diffusé l'épisode une semaine plus tard. Il s'appelait « La grand-mère qu'ils ont essayé d'effacer ». Elle a raconté mon histoire sans utiliser mon nom. Mais elle a inclus suffisamment de détails pour que toute personne attentive puisse comprendre de qui il s'agissait. Elle a diffusé des extraits des emails. Elle a décrit la signature falsifiée. Elle a expliqué la bigamie. Elle a parlé de maltraitance envers les personnes âgées et de la manière dont les familles exploitent les seniors vulnérables. En 6 heures, l'épisode a été téléchargé 50 000 fois. En 24 heures, les internautes avaient identifié Paige. Ils ont retrouvé ses anciens comptes sur les réseaux sociaux sous le nom de Maya Collins. Ils ont trouvé les photos. Ils ont trouvé le certificat de mariage. Des captures d'écran se sont répandues partout. Discussions sur Reddit. Groupe Facebook. Publication Twitter. Toute la vie secrète de Paige a été exposée au monde entier. Elle a supprimé tous ses comptes à la fin de la journée. Mais c'était trop tard. Internet n'oublie jamais. Puis j'ai trouvé la dernière preuve. Les caméras de sécurité. Ethan les avait installées il y a 1 an. Il disait que c'était pour la sécurité. Au cas où quelqu'un essaierait de s'introduire chez nous. J'avais complètement oublié leur existence jusqu'à ce que je voie l'application sur son téléphone un jour. Il l'avait laissée sur le comptoir pendant qu'il prenait sa douche. Je l'ai pris et j'ai ouvert l'application. J'étais toujours connecté. Il y avait 4 caméras. Porte d'entrée. Porte arrière. Salon. Cuisine. Toutes les images étaient enregistrées sur le cloud. Je me suis connecté au compte sur l'iPad avec son adresse email et son mot de passe. J'ai fait défiler les enregistrements jusqu'à la semaine précédant mon opération. Et là, je l'ai trouvé. Une vidéo du 10 mars à 23h47. Ethan et Paige assis à la table de la cuisine. J'ai cliqué sur lecture et j'ai monté le volume. Paige tenait un verre de vin. Ethan regardait des papiers étalés devant lui. Une fois qu'elle aura tout signé, c'est bon, a dit Paige. La maison, les comptes, l'assurance vie. Tout sera à nous. Ethan a hoché la tête. Il faut juste s'assurer qu'elle ait l'air instable quand elle rentrera à la maison. Confuse. Amnésique. Comme ça, si elle essaie de se défendre, personne ne la croira. Elle est vieille, a dit Paige. De toute façon, personne ne la croira. Les personnes âgées sont toujours confuses. Ils ont ri. Ils ont vraiment ri. J'ai regardé la vidéo 3 fois. À chaque fois, j'avais de plus en plus froid. Tout était prémédité. Absolument tout. L'opération n'était qu'une opportunité. J'ai enregistré la vidéo et je l'ai envoyée à Lila. Je l'ai aussi envoyée à une avocate. Elle s'appelait Maître Carter. Elle avait 34 ans et dirigeait un cabinet spécialisé en droit des personnes âgées. Lila nous a mis en contact. Maître Carter est venu à la maison pendant qu'Ethan était au travail.
Je l'ai accueillie à la porte et je l'ai conduite dans la chambre d'amis. Nous avons parlé à voix basse, la porte fermée. Elle a tout écouté. Puis elle m'a regardé avec des yeux perçants et a dit, « Madame Winters, ce qu'ils vous ont fait est criminel. Nous allons arranger ça. » Elle a déposé des requêtes d'urgence le lendemain. Révocation de la procuration. Accusation de fraude. Falsification de documents juridiques. Abus de faiblesse. Exploitation financière. Elle a bloqué les comptes bancaires. Elle a déposé une ordonnance restrictive contre Page. Elle a signalé la bigamie au procureur. Les documents ont été remis à Ethan à son bureau. Il est rentré ce soir-là pâle et tremblant. J'étais assise dans le salon quand il est entré. Il est resté dans l'embrasure de la porte, me fixant du regard. « Tu as appelé un avocat ?» a-t-il dit. « Oui » ai-je répondu. « Maman, tu ne comprends pas. On essayait de te protéger. On essayait de t'aider. »« En me volant » ai-je dit. « En falsifiant ma signature ? En prévoyant de me faire passer pour folle ?» Son visage est devenu rouge. Cette vidéo est sortie de son contexte. « Non » ai-je dit calmement. « C'est exactement ce que ça a l'air d'être. » Il est parti ce soir-là. Il a fait sa valise et est allé à l'hôtel. Page a été arrêté 2 jours plus tard pour bigamie. L'affaire a fait la une des journaux locaux. Sa photo d'identité judiciaire était partout sur Internet. Le cabinet d'avocats d'Ethan l'a suspendu en attendant une enquête déontologique. Les avocats n'ont pas le droit de commettre des fraudes. Même contre leur propre mère. Lila a diffusé un 2e épisode avec toutes les nouvelles preuves. Les images de vidéosurveillance. L'ordonnance restrictive. L'arrestation. L'histoire a fait le tour du pays. J'ai été interviewée dans 3 podcasts et sur une chaîne d'information locale. J'ai évité d'être filmée, mais j'ai raconté mon histoire avec mes propres mots. Des gens ont commencé à me contacter. D'autres grands-mères et grands-pères qui avaient été victimes d'abus de la part de leur famille. Des gens à qui on avait volé leur maison. Des gens qui avaient été effacés. J'ai réalisé que je n'étais pas seule. Page a essayé de riposter. Elle est allée sur les réseaux sociaux et a prétendu que j'étais mentalement instable. Elle a dit que j'étais abusive et autoritaire. Elle a dit qu'elle était la vraie victime. Certaines personnes l'ont cru. Mais la plupart ne l'ont pas cru. Parce que j'avais des preuves. Des reçus. Des documents. Des vidéos. La vérité se moque de la compassion. 6 mois plus tard, nous avons trouvé un accord à l'amiable. Ethan et Page ont accepté de me rendre la pleine propriété de ma maison. Ils ont rendu l'argent qu'ils avaient pris sur mes comptes. Ils ont payé mes frais d'avocat et les dommages et intérêts. Le montant total de l'indemnisation s'élevait à 312 000 $. Je l'ai utilisé pour rembourser mon prêt hypothécaire. Pour rénover la maison. Pour mettre de l'argent de côté pour les études de Tyler. Car quoi qu'aient fait ses parents, il reste mon petit-fils. Et il mérite d'avoir une chance de mener une belle vie. Les poursuites pénales contre Page ont pris plus de temps. L'affaire de bigamie a été jugée. Elle a été reconnue coupable et condamnée à 2 ans de mise à l'épreuve et à une amende. Son mariage avec Ethan a été annulé. Elle est retournée vivre au Nevada. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue après ça. Ethan a perdu son emploi au cabinet d'avocats. Personne ne veut embaucher un avocat qui a escroqué sa propre mère. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme assistant juridique dans un autre État. Il est venu me voir une fois, environ 1 an après tous ces événements. C'était un samedi matin d'octobre. J'étais dans le jardin en train de planter des bulbes pour le printemps. J'ai entendu une voiture s'arrêter et j'ai levé les yeux pour le voir debout au bord du jardin. Il avait l'air plus vieux. Plus mince. Il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. « Maman » a-t-il dit. Je me suis levée lentement. J'avais mal aux genoux à force d'être agenouillée. J'ai essuyé la terre de mes mains. « Ethan » dis-je. Nous sommes restés là, à nous regarder pendant un long moment. « Je peux entrer » demanda-t-il. J'ai pensé à dire non. J'ai pensé à lui dire de partir et de ne jamais revenir. Mais il restait mon fils. Même après tout ça. Oui, dis-je. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine.
La même table où lui et Paige avaient comploté pour me voler ma vie. J'ai préparé du café. Il tenait la tasse à 2 mains et la fixait du regard comme s'il y cherchait des réponses. Je suis désolé, dit-il finalement. Je sais que ça ne change rien. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Mais il faut que tu saches que je suis désolé. Pourquoi as-tu fait ça? Demandai-je. C'est ce que je ne comprends toujours pas. Je t'aurais tout donné si tu me l'avais demandé. Il resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, Paige m'a convaincu que tu allais mourir bientôt de toute façon. Elle disait que tu voudrais qu'on ait la maison. Elle disait que tu voudrais t'assurer que Tyler soit pris en charge. Elle a fait comme si on te rendait service. Et tu l'as cru, dis-je. Je voulais la croire, dit-il. Parce que c'était plus facile que d'admettre ce qu'on faisait vraiment. Je me disais qu'on était pragmatique. Qu'on anticipait. Qu'on s'assurait que tout soit en ordre. Vous me voliez pendant que j'étais inconsciente, dis-je. Il tressaillit. Oui. C'est exactement ce que je faisais. Et je devrais vivre avec ça pour le reste de ma vie. J'ai bu une gorgée de café. Il était trop chaud et m'a brûlé la langue. J'ai enregistré cette conversation, dis-je. J'ai aussi des caméras maintenant. Juste pour que tu le saches. Il hocha la tête. Je comprends. Tu ne me fais pas confiance. Tu as raison. Non, dis-je. Je n'ai pas tort. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Est-ce que je peux voir Tyler? Demanda-t-il. Pas maintenant. Mais un jour. Quand tu seras prête. J'ai pensé à mon petit-fils. Il avait 5 ans maintenant. Il allait entrer à la maternelle. Il posait parfois des questions sur moi, a dit Ethan. Il voulait savoir pourquoi mamie n'était pas venue à sa fête d'anniversaire. Un jour, ai-je dit. Mais pas encore. Tu dois prouver que tu as changé. Et ça va prendre du temps. Ethan a hoché la tête. Il s'est levé pour partir. À la porte, il s'est retourné. Tu as toujours été plus forte que je ne le pensais, a-t-il dit. Je t'ai sous-estimé. C'était ma plus grande erreur. Non, ai-je dit. Ta plus grande erreur a été d'oublier que je suis ta mère. Je t'ai mis au monde. Je t'ai élevé. Je t'ai appris à distinguer le bien du mal. Et tu as quand même choisi le mauvais chemin. Il est parti sans un mot de plus. Je ne l'ai pas revu depuis. Mais il m'envoie parfois des lettres. Des lettres courtes. Il me parle de sa vie. Il me pose des questions sur la mienne. Il dit qu'il suit une thérapie. Il dit qu'il essaie de s'améliorer. Je les lis. Mais je ne réponds pas toujours. Certaines blessures mettent longtemps à guérir. Et certaines ne guérissent jamais complètement. Elles ne font que se cicatriser. Maintenant, 1 an et demi plus tard, je suis assise dans mon salon, chez moi. Les meubles sont de nouveau à leur place. Mes photos sont sur les murs. La courte pointe de ma mère est sur mon lit. J'ai récupéré mon alliance. Elle a été retrouvée dans un prêteur sur gage en centre-ville. La police l'a trouvée lors de son enquête. Le médaillon est toujours introuvable. Je ne pense pas le revoir un jour. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Ces objets étaient précieux pour moi. Mais ce n'est pas ce qui fait de moi ce que je suis. Ce qui fait de moi ce que je suis, c'est ma force. Ma dignité. Mon refus de disparaître. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre pour personnes âgées en centre-ville. Je parle à d'autres personnes âgées des abus financiers. Je leur explique les signes avant-coureurs. Je leur raconte mon histoire pour qu'elles puissent se protéger. Parce que ce qui m'est arrivé arrive tous les jours. Des enfants volent leurs parents. Des familles vident des comptes bancaires. Des gens falsifient des signatures, s'emparent de maisons et détruisent des vies entières. Et personne n'en parle parce que c'est honteux. Parce qu'on est censé faire confiance à sa famille. Car admettre que son propre enfant nous a volés, c'est comme admettre qu'on a échoué en tant que parent. Mais je n'ai pas échoué. J'aimais mon fils. Je lui ai tout donné. Ce qu'il a fait de cet amour, c'était son choix, pas le mien. J'ai aussi appris à demander de l'aide. J'ai un nouvel avocat à ma disposition. J'ai un conseiller financier qui vérifie mes comptes tous les mois. J'ai une amie du club des seniors qui m'appelle tous les matins pour s'assurer que je vais bien. Je ne suis plus seule. Et je n'ai plus honte.
La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'une femme du Michigan. Elle disait qu'elle avait entendu mon histoire dans le podcast de Lila. Elle disait que sa fille essayait de lui faire la même chose. Elle disait que mon histoire lui avait donné le courage de se défendre. Elle a engagé un avocat. Elle a récupéré sa maison. Elle a porté plainte. Et elle m'a remercié d'avoir parlé. Cette lettre est maintenant accrochée sur mon réfrigérateur. À côté d'un dessin que Tyler a fait pour moi il y a 3 ans. Avant que tout ne s'écroule. Je les regarde tous les matins. Le dessin me rappelle ce que j'ai perdu. La lettre me rappelle pourquoi je me suis battue. Certaines personnes me demandent si je regrette d'avoir rendu mon histoire publique. Si je regrette d'avoir dénoncé mon fils et d'avoir détruit sa carrière. Non. Il a fait ses choix. J'ai fait les miens. Il a choisi l'argent et la tromperie. J'ai choisi la vérité et la dignité. Et je referai le même choix. Parce qu'au final, je dois vivre avec moi-même. Je dois me regarder dans le miroir chaque matin et savoir que j'ai défendu ce qui était juste. Je dois savoir que je ne les ai pas laissés gagner. Ma mère disait que l'acier le plus solide est forgé dans le feu le plus ardent. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire quand j'étais jeune. Mais je comprends maintenant. J'ai traversé le feu. Il m'a brûlé. Il m'a marqué. Il m'a changé. Mais il ne m'a pas détruite. Je suis toujours là. Toujours debout. Toujours en train de me battre. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Si vous vivez quelque chose de similaire, si quelqu'un essaie de vous effacer, de vous voler ou de vous faire disparaître, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas perdue. Vous êtes forte. Vous avez de la valeur. Vous comptez. Ne les laissez pas vous faire taire. Ne les laissez pas vous rabaisser. Battez-vous. Demandez de l'aide. Racontez votre histoire. Parce que votre vie vous appartient. Votre maison vous appartient. Votre dignité vous appartient. Et personne n'a le droit de vous l'enlever. Je l'ai appris à mes dépens. Mais je l'ai appris. Et maintenant, je le partage avec vous. Parce que si ma douleur peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à se lever et à se battre, alors ce n'était pas en vain. C'est ce que je me dis les jours difficiles. Quand mon fils me manque. Quand je me demande si j'aurais pu faire les choses différemment. Quand je regarde le dessin de Tyler et que mon cœur se brise à nouveau. Je me dis que j'ai fait ce qu'il fallait. Que je me suis protégée. Que j'ai montré au monde que les femmes âgées ne sont pas faibles. Nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas jetables. Nous sommes des survivantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes fortes. Et nous méritons le respect. Je mérite le respect. Il m'a fallu 72 ans pour vraiment le croire. Mais je le crois maintenant. Et personne ne me l'enlèvera plus jamais. Je m'appelle Barbara Jean Winters. J'ai 73 ans maintenant. Je vis dans ma propre maison. Je paie mes factures. Je prends mes propres décisions. Je suis toujours là. Et je ne compte pas partir. Si vous avez été blessé par quelqu'un en qui vous aviez confiance, si on vous a volé, effacé ou fait sentir que vous n'aviez aucune importance, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous comptez. Votre histoire compte. Votre douleur compte. Ne souffrez pas en silence. Parlez-en. Confiez-vous à quelqu'un. Battez-vous. Parce que vous méritez mieux. Vous méritez la dignité. Vous méritez la justice. Et vous méritez d'être entendu. Voilà mon message pour vous aujourd'hui. C'est ce que j'ai appris de tout ce que j'ai vécu. Votre voix compte. Utilisez-la. Votre force compte. Ayez confiance en elle. Votre vie compte. Protégez-la. Et ne laissez jamais, jamais personne vous faire disparaître. Parce que vous êtes là. Vous êtes réel. Vous êtes important. Et c'est quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Toujours.